qui va nous parler des résultats et de la place des dérivations en 2011. C'est que ce sont les interventions les plus mal absorptives, justement, celles qui sont censées, donc, de ce fait, être les plus efficaces. Et c'est Simon Msika qui disparaît. Voilà, Philippe Topard. Alors, je vais vous parler finalement de l'opération qui est la plus mal aimée en chirurgie de l'obésité, à savoir la dérivation biliopancréatique avec ou sans duodenal switch, puisqu'il en existe une. Si l'ordinateur veut bien démarrer. En tout cas, la dérivation biliopancréatique, on l'invoque souvent, on la craint beaucoup. À la fois, vous allez le voir, à tort et à raison. La dérivation biliopancréatique est une chirurgie qui... pardon. Ah, zut. Alors, si je ne sais pas faire marcher... Ah. Il y a un souci. Alors on va faire comme ça va être plus simple, je pense. C'est une chirurgie qui a été développée initialement selon le schéma que l'on voit à gauche par Nicolas Scopinaro. Sa première publication chez l'homme remonte à 1979. Il s'agissait donc d'une opération de malabsorption, puisque c'est la seule opération réellement malabsorptive, avec un raccourcissement considérable du conduit alimentaire, en conservant seulement 2,50 mètres de l'iléon terminal connecté à un moignon gastrique, puisqu'il pratiquait également une gastrectomie distale. Alors, c'est une opération qui a beaucoup varié dans les premières années de sa mise au point, et en particulier au niveau du volume gastrique, avec progressivement une augmentation du volume gastrique pour éviter une trop grande malabsorption, puisque le mélange entre les sels biliaires et le liquide pancréatique avec les aliments se fait sur une anse commune de 50 cm de long. De fait, afin de limiter, dans le but en tout cas de limiter les effets délétères potentiels de cette opération, à la fin des années 80, à la fois Douglas Hess aux États-Unis et Picard Marceau au Canada ont développé une variante, sur la base d'ailleurs de travaux de Tom de Mister, tout à fait pour un autre sujet, puisqu'il s'agissait de lutter contre le reflux gastro-œsophagien, et ils ont développé la technique dite du duodenal switch ou commutation duodénale, en conservant toujours ce court-circuit intestinal des 2 derniers mètres 50 du grêle, cette fois-ci en créant une anse commune non plus de 50 cm mais de 1 mètre pour limiter les effets de la malabsorption, et en réalisant une sleeve gastrectomie avec un volume gastrique plus faible, pratiquement 2 fois plus faible que l'opération de Scopinaro, et une conservation du pylore qui était notamment censée limiter les risques d'ulcères anastomotiques. Alors cette chirurgie a une fréquence extrêmement limitée. Vous voyez ici un travail de Buchwald en 2009 qui rapportait la fréquence, le nombre d'interventions de dérivation biliopancréatique. Il avait d'ailleurs confondu les deux techniques entre 2003 et 2008 dans le monde et en Europe. Et vous voyez que c'est totalement ridicule puisque ça n'atteint pas les 10% de la chirurgie de l'obésité mondiale. D'ailleurs, d'une façon un petit peu paradoxale, c'est l'opération de dérivation biliopancréatique avec duodenal switch qui a pratiquement totalement écrasé le Scopinaro. Et c'est un peu paradoxal parce que c'est aussi la variante la plus complexe du fait de l'agrafage et la section du duodénum dans la zone du duodénum fixe, avec nécessité d'un décollement certes très limité par rapport à la tête du pancréas. Alors cette marginalité ou cette marginalisation de la chirurgie de dérivation biliopancréatique peut s'expliquer par plusieurs éléments.
Tout d'abord, en ce qui concerne le Scopinaro, Picard-Marceau en 2009, dans l'équipe de Québec, a montré que le retentissement nutritionnel dans leur expérience de l'opération de Scopinaro était beaucoup plus importante que celle de la version dite commutation duodénale, avec, vous voyez, notamment une fréquence d'hyperparathyroïdie secondaire largement doublée par rapport au duodenal switch, avec également une plus grande fréquence de carence en fer, mais paradoxalement, pas davantage d'anémie. Dans la même publication, l'équipe de Québec rapportait un taux de révision, c'est des modifications en fait de la longueur de l'anse commune pour l'allonger, de 18% après opération type Scopinaro contre 2% type commutation duodénale, avec des restaurations complètes, c'est-à-dire vraiment l'annulation pure et simple de la composante malabsorptive dans 3 à 2% des opérations type Scopinaro. 2,7% sont les chiffres d'ailleurs de Scopinaro. Et seulement 0,5% après la commutation duodénale. Et puis il y a des travaux plus récents, notamment une étude prospective conjointe entre l'équipe de Nonroth et des chirurgiens norvégiens, qui a comparé dérivation biliopancréatique et bypass, avec manifestement une nécessité d'apporter davantage de vitamines dans la commutation, dans la dérivation biliopancréatique par rapport au bypass, notamment parce que dans les deux cas, ils avaient supplémenté les patients de la même manière sur la base du bypass et qu'ils ont mis en évidence des carences significativement plus importantes en calcium, en thiamine, en vitamine D, en vitamine A, particulièrement les vitamines qui sont affectées par le facteur de malabsorption. Enfin, et ça c'est plutôt quelque chose qui a tendance à éloigner les patients de ce type de chirurgie, eh bien, c'est un retentissement fonctionnel digestif qui est significativement plus élevé. Ça a été aussi montré par la même équipe, mais aussi par Potochna en 2008, et ce par rapport au bypass. Alors ça reste une chirurgie qui est relativement sûre malgré sa complexité. J'ai repris ici uniquement l'expérience de Québec qui a été relatée par Biertot au dernier congrès de l'Association américaine de chirurgie bariatrique. Entre 2006 et 2010, ils avaient fait 1000 opérations de ce type, essentiellement d'ailleurs par la parotomie, avec un indice de masse corporelle moyen de 51. Vous voyez que la mortalité reste très faible, 0,1%. Les complications majeures ne sont pas négligeables, 7%, dont à peu près la moitié de fuites digestives et d'abcès intra-abdominaux. La durée de séjour n'a pas forcément beaucoup d'importance. En ce qui concerne notre propre expérience, qui finalement est à cheval sur ma pratique au CHU de Brest et puis celle maintenant à la clinique de l'Anjou à Angers, eh bien, on a sur un total de 240 dérivations biliopancréatiques. J'ai repris uniquement, on va dire, la période mature depuis février 2007, où on a réalisé 135 dérivations biliopancréatiques, un indice de masse corporelle relativement élevé. Alors c'est dû en partie à la réglementation, puisque la classification des actes codants exige que les patients, pour une chirurgie primaire du moins, aient un indice de masse corporelle d'au moins 50. 96% ont été réalisés en laparoscopie, la mortalité était nulle. Et vous voyez des complications globales qui sont élevées, 23%, dont 9% de sévères. On rejoint un petit peu dans les complications sévères l'expérience finalement de Québec. Vous voyez qu'essentiellement, il s'agissait d'opérations primaires pour les 2 tiers, quelques transformations d'anneaux gastriques, sleeve gastrectomie, et puis de façon beaucoup plus anecdotique, bypass gastrique ou gastrectomie verticale calibrée. Vous demandiez des résultats sur le long terme, un taux de suivi élevé, eh bien la dérivation biliopancréatique l'a fait, en tout cas pour un grand nombre d'équipes, avec des populations qui sont de 2500 à 1000 patients, un suivi qui est généralement au-delà de 90%, 97% dans l'équipe de Québec, avec un indice de masse corporelle moyen de 47 à 52. On est sur des indices de masse corporelle relativement élevés, patients super obèses, et avec des pertes de poids, avec des reculs de 5 à 12 ans, de 70 à 75% de perte d'excès de poids, avec, vous voyez, 83-90% des patients qui maintiennent un excès de perte de poids au moins de 50%. Et puis évidemment, la rémission sur les comorbidités est également puissante, à 10 ans toujours.
jusqu'à 97% de rémission de diabète de type 2, 87% d'hypertension artérielle, 90% pour les apnées du sommeil. Le problème, on le sait effectivement, c'est la reprise de poids dans toutes les chirurgies d'obésité. D'ailleurs, dans une publication toujours de l'équipe de Québec de 2004, ce regain de poids affecte également la dérivation biliopancréatique avec un regain de 2 à 4 kg en moyenne par an et d'autant plus élevé que l'indice de masse corporelle initial est lui-même élevé. Et puis il y a un certain nombre d'études, dont nous-mêmes, 3 donc, et 4, qui ont étudié l'impact de la dérivation biliopancréatique par rapport au bypass chez cette population super obèse avec un indice de masse corporelle d'au moins 50, avec un recul à 3 ans, bien que ce recul à 3 ans ne soit pas toujours extrêmement fiable, puisqu'on a un certain nombre d'études dont la population à 3 ans avoisine à peine 50%. Mais vous voyez que la dérivation biliopancréatique est en rouge, le bypass en vert, et bien à l'exception de Devenay, ici, vous voyez les effectifs sont en bas, 198, 152, 113, 237, 29 et 31 dans l'étude de Sovic qui est l'étude prospective randomisée, nous-mêmes 82, 97, eh bien on a des différences significatives, à l'exception de chez Devenay, en faveur de la dérivation biliopancréatique, 62% alors pour le bypass, 86% de perte d'excès de poids pour la dérivation biliopancréatique. Et finalement, lorsqu'on s'est intéressé dans notre propre population de patients à la reprise de poids, au-delà de la première année après l'opération, on s'est aperçu que probablement une partie de cette différence était liée au regain de poids qui était beaucoup plus importante et beaucoup plus fréquente après le bypass chez le super-obèse par rapport à la dérivation biliopancréatique. La dérivation biliopancréatique est également une solution de recours en deuxième intention. Alors ça peut être anecdotique, évidemment, après bypass gastrique, on peut faire une opération de scopinaro si la poche est volumineuse, ou un duodenal switch avec une reconstruction du manchon gastrique. On peut aussi effectivement l'utiliser après gastroplastie verticale calibrée. Et puis après l'anneau gastrique, c'est une opération qui va être probablement beaucoup moins sujette au volume gastrique excessif qu'on peut être amené à laisser. On a vu tout à l'heure effectivement les images du gastroscanner, à la partie toute supérieure de l'estomac, là où était l'anneau, parce que si l'anneau est une technique réversible, c'est vrai, ce n'est pas une technique qui ne laisse pas de traces. En deuxième intention, après sleeve, c'est sans doute une des pistes d'avenir pour la dérivation biliopancréatique dans sa version commutation duodénale, et c'est probablement encore un avantage de cette version par rapport au scopinaro, en particulier chez le super-obèse, pour des pertes d'excès de poids qui sont on va dire, relativement médiocre. Elle permet d'augmenter la perte d'excès de poids. En particulier, il y a un article récent de l'équipe de Jacques Impens qui permettait d'augmenter la perte d'excès de poids qui passait de 31 à 55% avec la résolution d'un certain nombre de comorbidités. Et vous voyez que dans la littérature, ce phénomène concernerait de 20 à 70% des patients super-obèses qui ont eu une sleeve. Je termine. Et puis, si on veut provoquer un petit peu et bousculer la réglementation, eh bien, voici encore une publication de l'équipe de Québec sur leur expérience dans la dérivation biliopancréatique chez des patients qui ne sont pas super obèses. Et vous voyez qu'il y a eu toujours des complications sévères, ce n'est pas anodin, une mortalité qui reste faible. Le problème de la dérivation biliopancréatique, ça reste bien entendu les conséquences à terme, avec une exigence toute particulière au niveau de la supplémentation vitaminique et sur le plan nutritionnel. Ça nécessite quand même des patients qui sont particulièrement compliants. Et évidemment, ce chiffre est toujours quelque chose d'effrayant, avec 2 qui étaient quand même en lien direct avec la dérivation biliopancréatique. Ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait une chirurgie d'obésité où il n'y ait pas malheureusement de décès à déplorer à terme. Enfin, en conclusion, eh bien, je pense qu'il faut vraiment donner une place plus importante à la dérivation biliopancréatique chez le patient super obèse. C'est dans le cadre de la réglementation et on voit que ça peut permettre d'obtenir des pertes d'excès de poids qui sont intéressantes. Et puis évidemment, cette version switch duodénal ou commutation probablement va finir par totalement s'imposer par rapport au scopinaro. Merci de votre attention. Merci Philippe. Simon Msika, tu nous fais quelques commentaires de façon brève, parce que brève et précise.
C'est toujours le même problème, c'est le rapport bénéfice-risque. Là, on est arrivé à la présentation finalement des interventions de plus en plus complexes. On arrive à l'intervention, disons, la plus complexe, et il faut mettre en balance les bénéfices et les risques. Oui, c'est celle-là, merci. Voilà, il faut mettre bien sûr en balance les bénéfices et les risques sur ces deux interventions. Alors, sans vouloir te contredire, Philippe, il faut dire que sur la mortalité, c'est quand même l'opération qui donne le plus haut taux de mortalité dans la littérature, hein, puisque dans la méta-analyse, on n'est pas loin de 1%, bien sûr, pas dans ton expérience, peut-être dans l'expérience des centres plus, qu'on va dire, plus expérimentés, mais c'est pratiquement le double du gastric bypass. Sur la morbidité, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on est quand même à 25% de morbidité. Et puis la learning curve, c'est une intervention difficile, et donc en laparoscopie, il y a besoin d'une learning curve. Je ne vais pas m'étendre non plus sur les risques à distance, c'est-à-dire les conséquences nutritionnelles de diarrhée et de stéatorrhée, les risques carentiels qui sont importants, en particulier sur les vitamines liposolubles et les carences en folate et en B12, mais tu l'as dit, et bien sûr sans parler des risques occlusifs dans le temps. Alors de l'autre côté, on a les bénéfices. Sur la perte de poids, c'est vrai, c'est la meilleure opération, puisqu'elle donne 70% de perte d'excès de poids en moyenne, mais il ne faut pas oublier que les chiffres pour le gastric bypass ne sont pas loin, puisqu'ils avoisinent ceux de 68%. Pour les comorbidités, c'est ce qu'il y a de mieux aussi, par exemple, 98% de résolution du diabète de type 2, mais pour le gastric bypass, on n'est pas loin non plus. Et enfin, ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire les items qui ne sont pas répertoriés, c'est-à-dire la reproductibilité technique, on n'en parle pas, c'est un vrai problème, donc on ne peut pas dire, ça y est, tout le monde va faire de la diversion biopancréatique par laparoscopie, c'est pas vrai. Le suivi à long terme et les perdus de vue, mais ça on en a parlé, je crois que c'est un point très important. La reprise pondérale à distance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans cette intervention, si on investit une intervention pareille, extrêmement difficile, et qu'on se retrouve avec une reprise pondérale à distance, on n'est pas très gagnant. Et au final, les opérer en multiples séquences, et cette intervention est proposée justement dans le cadre de multiples séquences. Donc, la question qui peut se poser pour les diversions biopancréatiques, c'est est-ce qu'on doit réserver ces interventions pour des obésités gravissimes où la disparition d'une comorbidité est un impératif de santé? Moi, je dirais que le principe de la diversion biopancréatique, il est bon, mais regardez bien les interventions que vous avez vues tout à l'heure, le risque de la suture duodénale est élevé dans la diversion biopancréatique, donc c'est quand même une opération qui a des risques importants. Tout à l'heure, on a parlé du mini-gastric bypass, qui est pour moi une dérivation biopancréatique, mais qui a en plus un inconvénient d'avoir un reflux biliaire. Donc en fait, on doit réfléchir sur la redéfinition des interventions de diversion biopancréatique. Et juste pour votre réflexion, on finira là-dessus, vous voyez, la chirurgie bariatrique, ça évolue. Voilà une proposition récente d'une étude qui a été publiée en 2011 par nos collègues grecs qui ont fait beaucoup de chirurgie bariatrique, qui ont d'autres soucis aujourd'hui, mais enfin, ils font beaucoup de chirurgie bariatrique. Et vous voyez ces trois interventions qui finalement sont des dérivés du gastric bypass. Donc finalement, l'intervention mère, même quand on fait de la diversion biopancréatique, il y a un gastric bypass. Et entre l'intervention de gauche, dont on sait finalement qu'en allongeant l'annonce alimentaire, on n'obtient pas grand-chose. En revanche, l'intervention de droite, qui est un gastric bypass avec une diversion biopancréatique, donne de très bons résultats. Et donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'avec une intervention de base comme le gastric bypass, on ne peut pas évoluer tout simplement vers une diversion biopancréatique? Voilà, j'en ai fini. Merci d'avoir été très concis. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante sur ce sujet? Comme on a un peu dépassé le temps, il faudrait qu'on arrête. Sinon, oui, je te laisse je rends le micro au président. J'étais très intéressé, bien que absolument non spécialiste, par cette séance. Je crois qu'il y a quelques réflexions. Je voudrais d'abord remercier Christian Gouillat et les orateurs, parce que la qualité des présentations, je pense que vous l'admettrez tous, est parfaite, et je constate que de plus en plus les analyses deviennent précises, les analyses des résultats. Cette chirurgie, elle a gagné par la cœlioscopie, et ça, personne ne le dit, mais maintenant c'est même plus remis en cause. Il est clair que cette chirurgie complexe, avec des procédures difficiles, ne serait pas concevable sans la cœlioscopie. Ça mérite d'être dit quand même. Alors, bien sûr, on crée une nouvelle maladie, et François Patou a bien montré qu'à long terme, les résultats devront être analysés. Et là, c'est la question bénéfice-risque. On crée une nouvelle maladie, certes, c'est comme chez les greffés, l'immunosuppression. C'est une nouvelle maladie, la maladie de l'immunosuppression. Il faut savoir ce qu'il en serait si on n'avait pas traité ces patients.
Et là, ça mérite encore de pousser les résultats, les analyses, et ça méritera d'autres séances à l'Académie. Alors, à ce propos, je dois vous dire qu'on commence à pouvoir pointer une nouvelle indication. Ces grandes obésités morbides créent des pathologies hépatiques que vous connaissez, des fois de stéatose majeure qui peuvent conduire à des cancers et peuvent conduire aussi à des transplantations. Eh bien, on est en train de réfléchir dans le service à quelques indications préalables à la transplantation hépatique. Parce que faire une transplantation hépatique chez un obèse de ce type de malade que vous avez vu, extrêmement complexe, et Christian Goya est en train de programmer, et c'est vraiment initial ce que je dis là, des malades qui auront d'abord une chirurgie bariatrique, puis je l'espère une transplantation ultérieure. Et mon voisin, Henri Judet, disait peut-être on pourrait en parler aussi pour la hanche. Voilà. Et de vous dire que j'espère que vous avez tous lu le texte qui vous a été soumis. Peut-être doit-il donner lieu à quelques corrections. Il faut les écrire et le remettre. Quand même, on peut peut-être dire quelque chose parce que cette séance a été formidable. L'Obel, elle a été particulièrement de nature à intéresser le grand public et c'est sûrement une bonne raison pour faire un comité d'académie. On a envie de voir l'académie plus reconnue à l'extérieur. Alors à ce moment-là, il y a, si on fait un communiqué, deux éléments sur lesquels il faut réfléchir. Premièrement, quelle est notre cible? Est-ce que ce sont les spécialistes de la chirurgie bariatrique qui nous intéressent? Est-ce que ce sont les gastro-entérologues? Est-ce que c'est les médecins généralistes? Ou est-ce que c'est plutôt Le Monde, Le Figaro et les télévisions? Si c'était ce deuxième groupe qui nous intéressait, alors le communiqué qui a le mérite d'exister ne répond pas du tout à ce que des journalistes peuvent attendre d'un communiqué. Et je vais donner simplement quelques éléments, mais voilà, d'abord il n'y a pas de chiffres. C'est quand même très intéressant de savoir combien il y a d'interventions qui sont faites par an, quels sont le nombre des complications, et puis aussi quelle est, par exemple, la quantité de poids perdu. Et puis il a été dit des choses, comme dit M. Patou, là, à 3 ans, les résultats sont peut-être satisfaisants, il faudrait voir à 10 ans. Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est réfléchir à ce que l'Académie a envie de dire à propos de ce sujet et pas de refaire toute la... Alors, si on commence pour le grand public, par exemple, est-ce que le titre « Chirurgie bariatrique » pour un communiqué va attirer la grande foule ou est-ce qu'il ne faut pas marquer au contraire « Chirurgie de l'obésité » hein? Et puis, voilà, alors je reste tout à fait... Enfin, bon, j'ai une certaine expérience de ces communiqués, je suis tout à fait prêt à travailler éventuellement avec Beaulieu, avec Goya, et puis éventuellement, si Patou est là aussi, vous avez des idées là.